Bienvenue sur ouestfrance.fr et l'internaute.com pour Direct Politique, votre émission politique sur Internet. Nous recevons aujourd'hui avec beaucoup de plaisir Jean-Luc Mélenchon, député européen. Bonjour. Et coprésident du parti de gauche. Bonjour Jean-Luc Mélenchon, merci d'avoir accepté notre invitation. Michel Urvois, éditorialiste politique de Ouest France, est avec moi pour co-présenter cette émission. Bonjour Michel. Bonjour Fabien. Alors vous connaissez le principe, je vous le rappelle rapidement, vous avez une quarantaine de minutes pour réagir et poser vos questions à Jean-Luc Mélenchon. Michel et moi-même, nous nous ferons un plaisir de les retransmettre en direct. Alors Jean-Luc Mélenchon, nous allons parler fiscalité tout d'abord, si vous le voulez bien, oui. Puisque vous le savez, Jean-Marc Ayrault a annoncé, la surprise un peu générale, une remise à plat du système fiscal français. En reprenant mon expression. C'est juste. Alors, justement, une question simple pour commencer. Selon vous, c'est une bonne nouvelle ou alors c'est un enfumage ? Bon, au point où on en est de dégradation de la vie publique, moi je fais un choix, je fais le pari de le croire. Je fais comme si. Il dit qu'il va faire une remise à plat, très bien, parlons de la remise à plat. Maintenant, je vois bien qu'on ne parlera pas du même objectif. Il n'a pas les mêmes objectifs que ceux que je poursuis avec mon camp. Puisque vous avez vu qu'immédiatement, aussi bien le chef de l'État que le ministre des Finances ont dit « oui, mais attention, il faut renforcer la compétitivité des entreprises ». Et nous revoilà entrés de nouveau dans le moulin à prière habituel sur la compétitivité au nom de laquelle le pauvre peuple français est surexploité et tondu jusqu'à la peau. Mais il faut faire comme si on le prenait au sérieux, même si nous savons que, à peine avait-il dit qu'il allait faire une remise à plat, reprenant mon expression, que le chef de l'État a changé le délai et le ministre des Finances a changé le contenu. Donc on a des raisons de douter et de suspecter, encore une fois, un coup de communication pour désamorcer la colère qui monte. Donc c'est une bonne nouvelle, mais il faut rester vigilant, en substance. Il faut être citoyen, c'est-à-dire actif, propositionnel, mobilisant. Voilà, c'est la tâche d'un bon citoyen. Voilà ce qu'il faut faire. Parmi les pistes qui... Après, c'est vous, les journalistes, qui faites le regard pour savoir si tout ça, c'est de l'enfumage ou pas. Oui, mais attends, pour l'instant, il consulte, donc on verra. Il faut lui donner sa chance, on va dire. Parmi les pistes qui sont sur la table, il y a celle de la fusion de la CSG et de l'impôt sur le revenu, en lien avec le prélèvement à la source. Qu'est-ce que vous pensez d'une idée comme celle-là ? Déjà, je pense qu'on pourrait commencer par des choses simples dans le discours public. Immédiatement, comme ça, sauter à pieds joints dans la technique, je le veux bien, j'y suis prêt. Mais commençons d'abord... Elle n'est pas neutre, cette technique. Oui, non, mais d'accord, mais commençons par dire ce qui est, c'est-à-dire la situation actuelle. La situation actuelle, c'est que les grandes entreprises payent très peu, 8%, l'impôt sur les sociétés, les petites payent beaucoup, 32%. Qu'il n'y a que 5 tranches d'impôts, et que ces 5 tranches d'impôts, la tranche maximale, pour ceux qui suivent bien, elle est plus basse que sous Jacques Chirac. C'est pour vous dire qu'en ce moment, c'est pas le communisme. Et ces 5 tranches d'impôts, comme il n'y en a que 5, pèsent essentiellement sur les classes moyennes. C'est-à-dire que toute une série de gens ne payent pas du tout, et d'autres payent très peu compte tenu de leurs moyens. Donc c'est une situation 1788. Vous avez la classe moyenne et populaire qui porte tout sur son dos, et les autres qui, tous les jours, viennent charger la bourrique jusqu'à ce qu'elle tombe par terre. Donc ça, c'est la situation qu'il faut corriger. Sinon, on ne comprend rien à ce qu'on est en train de faire. Pourquoi est-ce qu'on ferait la fusion de ceci avec cela ? Pourquoi ? Pour quelle raison ? C'est parce que la situation actuelle est inacceptable. Et le résultat est le suivant. La France n'a jamais été aussi riche de son histoire, et il n'y a jamais eu autant de pauvres. Il n'y a jamais eu autant de pauvres, et il n'y a jamais eu autant de millionnaires. Naturellement, les deux choses ont un rapport l'une avec l'autre. Donc la question de la fiscalité est cruciale en France, où nous sommes un pays de vieille tradition étatique. Comme il est très difficile de négocier dans les entreprises, entre syndicats et patrons, les salaires, eh bien, il faudra y recourir, mais l'impôt est l'instrument essentiel de redistribution. Ouais, deuxième point, j'ai fini, c'est l'impôt indirect qui occupe le plus de place dans notre pays. C'est-à-dire, que vous soyez riche ou pauvre, c'est 20%, ça va être 20%. Et sur tous les produits intermédiaires, c'est là que François Hollande a quand même, avec une certaine filouterie, rusé. Vous vous rappelez de son passage à la télévision, il dit « Ah ben moi, j'ai passé la TVA de 19,4 à 20, 0,6, pardon, de 19,6 à 20, 0,4, j'assume ». Il a dit ça d'un air très bas. Oui, mais enfin, c'est un gros menteur. Parce que c'est pas ça le plus important, même si c'est très important. Ce sont les taux intermédiaires. M. Sarkozy est passé de 5 à 7 et lui de 7 à 10. Taux intermédiaire, ça veut dire votre passe Navigo, si vous en avez un comme moi, en région parisienne, boum, votre
les déchets ménagers, et tout, l'eau, etc. les médicaments Les non services. remboursés, les Les transports, les déchets, le lait maternel, enfin des choses quand même. C'était qui une sont- erreur d'avoir rehaussé le taux Ah ben, intermédiaire. c'est une surexploitation des gens, quoi. Enfin, il faut se rendre compte. D'accord. Pour aller à Garges-les-Gonesse, ici nous sommes en région parisienne, ça sera 100 € de plus. Bref, au total, j'ai fait le calcul à la louche. Hein. C'est pas un calcul très fin. Mais ça veut dire 100 € de plus, vous prenez les 7 milliards que l'État va prendre, répartis par 65 millions de Français, égale 100 €, 400 € dans une famille de 4 personnes. Et tout ça, pourquoi ? Pour les donner aux actionnaires. C'est-à-dire c'est la décision économique la plus idéologique qu'on ait jamais prise dans ce pays. Je veux dire, même Sarkozy hésitait à prendre des décisions pareilles. 20 milliards d'un coup sont pris du pays pour être donnés aux Hollande a actionnaires fait des pire grandes que sociétés. Sarkozy, selon vous? Hollande a fait pire que Sarkozy sur la fiscalité? Là, je suis obligé de constater qu'il fait pire. Sarkozy n'a pas fait ça. Là, nous avons 20 milliards de retirés pour être donnés aux actionnaires des grandes sociétés, 10 milliards par du service public de moins, 7 milliards par la TVA. Hein. Je le redis, c'est 100 € par tête de pipe à partir de Donc janvier ce prochain. budget qu'on est en train de voter au Parlement n'est pas un budget de gauche. Ah ben Il n'y a non. rien de gauche Ah ben dedans. non. Ah ben non, c'est pas un budget de gauche. Un budget de, si vous voulez, si on ne veut pas aller dans la doctrine et trop dans l'idéologie, la différence entre la droite et la gauche, c'est que la gauche organise normalement la répartition entre ceux qui ont le plus et ceux qui ont le moins. Alors, elle le fait plus ou moins sévèrement, plus ou moins durement, mais ce qui distinguait les différents courants de gauche, c'était le niveau de cette répartition. Les uns voulaient plus, les autres voulaient moins, plus ou moins rapidement. Bon. Mais jamais on n'a vu à gauche une fraction de la gauche dire tout ça maintenant on arrête, c'est plus le sujet. Le sujet c'est de transférer des pauvres vers les riches. On n'a jamais vu ça. Jean-Luc Mélenchon, on va revenir aux préconisations, en tout cas aux pistes. Oui. Matignon, pour rester un petit peu dans les pistes concrètes. Et ensuite, on va un peu mais c'est ouvrir très le débat à concret, la ce que je dis, fiscalité. parce que je vais entrer dans ma raison concrète à Oui. moi. Il y a une autre piste de réflexion qui concerne la fiscalité locale et en particulier la réforme, la refonte des taxes d'habitation et foncière. Alors est-ce que c'est aussi un passage intéressant pour réformer la fiscalité et réduire les inégalités Mais financières? c'est absolument essentiel. Regardez, déjà cette année, c'est de la technique au départ, mais il faut en donner. Dans le budget précédent, pas celui de cette année, le gouvernement n'avait pas fait bouger les plafonds à partir desquels on était imposable. Donc des gens, cette année, pour la première fois, sont imposables. Et les gens, ils veulent, s'ils ont les moyens, ils sont d'accord pour payer. C'est quand ils ne les ont pas que ça crie très fort. Mais le simple fait de devenir imposable sur le revenu les a rendus imposables au niveau local et leur a fait perdre toute une série de choses. Donc la facture pour ceux qui ont le moins de moyens a été terrible à la rentrée. C'est pour ça que vous avez un état d'exaspération comme celui-ci du pays. Et pour ma part, je pressens, je devine que le coup le plus violent qui a été reçu par les nôtres, c'est celui qui est arrivé par les impôts locaux. Même s'ils n'ont pas beaucoup augmenté. Pourquoi ? Parce que l'impôt local est injuste. L'assiette de l'impôt, c'est-à-dire la base sur laquelle est calculé, a été recalculée dans les années 70. Mais ce n'est pas l'écart que je veux mettre en cause dans le temps. Écoutez, je vous le résume. Hein. Si vous habitez dans une avenue, ça vous coûte plus cher que si vous habitez dans une rue. Donc évidemment, il y a des tas d'endroits où il y a des avenues. Quand vous les regardez, vous dites en quoi c'est une avenue cette histoire. Suivant le confort de votre appartement, vous payez plus ou moins. Ça n'a rien à voir avec vos revenus. C'est donc injuste. Vous avez des gens qui se retrouvent à payer un mois de salaire et même plus en impôt local. Ce qui se voit moins dans les catégories moyennes supérieures. Le revenu médian de notre pays, c'est-à-dire il y en a 50% au-dessus, 50% en dessous, c'est 1600, 1700 €, 1600 €. Donc imaginez-vous que dans les familles où on est à deux à gagner ce revenu, c'est-à-dire 3000 €, on ne se rend pas compte de la violence du coup qui tombe sur celui qui est en bas ou celle qui est en bas, qui est à 960 € ou pile au SMIC, c'est-à-dire 1100, et qui est absolument liquidé par ça. Donc l'impôt local est injuste. Il faut le calculer selon le revenu. On a essayé de le faire, et pour ma part, je pense que c'est la piste essentielle. Bon. Mais on le calcule sur le revenu, si on n'a pas mis sur le dos des gens toutes sortes d'autres charges. Mais je reste sur l'impôt sur le local, sur le revenu, comme vous venez de le mentionner. Figurez-vous qu'on l'a fait une fois. Tout le monde a oublié. On l'a fait sous Bérégovoy. Et c'était l'impôt départemental qu'on avait installé sur le revenu. Ah, ça n'a pas traîné, hein. Au changement de majorité suivant, tchouf, ça a été supprimé. Parce que il y a dans ce pays une hostilité, notamment des secteurs de droite, historique depuis le début contre l'impôt sur le revenu. Les gens ne le savent pas, mais l'impôt sur le revenu a été créé quand ? Au début de la Grande Guerre.
celle de 1914, parce que là, ça rigolait plus, il fallait mobiliser tout ce qu'on pouvait de moyens. Mais auparavant, il y a eu des luttes terribles sur cette histoire d'impôt sur le revenu. Donc, la question centrale, c'est est-ce que nous fondons le système fiscal français sur les revenus progressifs, c'est-à-dire tout le monde paye, et plus on a, plus on paye, et non pas le système actuel. Ou bien est-ce qu'on pense que l'impôt indirect, comme ils disent, ça responsabilise. Ben monsieur, vous n'avez pas assez d'argent, ben vous achetez pas, et puis c'est tout. Vous trouvez que c'est trop cher, eh ben vous n'achetez pas. Vous avez l'argent, vous achetez. C'est ce système que l'Union européenne recommande dans tous les pays, tout transférer sur la TVA. Monsieur Sarkozy, si vous en rappelez, voulait transférer sur la TVA les charges sociales. Vous vous rappelez l'histoire que ça avait fait. Et c'était même Laurent Fabius qui avait dénoncé ça. On va élargir le débat, Jean-Luc Mélenchon. On élargit le débat, on a une question de Yves qui réagit à ce que vous dites. Il nous dit, vous militez pour une augmentation d'impôts sur les plus hauts revenus du travail. Une vraie révolution fiscale, nous dit-il, ne passe-t-elle pas avant tout vers un report massif de l'impôt vers la rente et vers le patrimoine des plus hauts, des gens les plus riches? Alors, il faut bien examiner. Le système de l'impôt, c'est le cœur de l'État. Vous acceptez l'impôt, si vous ne l'acceptez pas, il n'y a plus d'État. Donc, il ne faut pas jouer avec la confiance des gens et leur civisme. Il faut donc, la règle de base, c'est l'impôt doit être juste et on doit pouvoir démontrer la justice. Imaginez-vous qu'aujourd'hui, je vais vous répondre, je fais un tout petit détour. Imaginez-vous, je vais prendre un petit patron, c'est paradoxal de m'entendre parler moi de petit patron. Mais là, je pense qu'il y a une convergence avec le salariat. Comment peut-il réagir lorsqu'il découvre que lui qui trime, qui a un revenu moyen qui est quand même assez bas, parce que quand on dit le patronat, on fait une catégorie globale entre des gens qui sont à 1500 € par mois, certains à 4000, et d'autres à 3 millions. Hein. Il découvre que lui, il paye ses 32% d'impôts sur les sociétés, et il apprend que M. de Margerie ne paye rien, avec Total, ou très peu, et qu'en moyenne, les groupes du CAC 40 payent 8%. Donc il y a un sentiment de révolte. De même, les gens se disent, mais moi, je gagne ma paye tous les mois. Tous les mois, les gens ont un instrument pour se repérer. C'est à partir de quel jour dans le mois ils passent dans le rouge. Voilà. Alors vous avez eu une période où c'était le 29. Maintenant, beaucoup sont aux alentours du 15 et certains commencent le mois dans le rouge. Là, on est dans le revenu, Jean-Luc Mélenchon. Là, oui, mais les revenus, c'est très important, les revenus du capital. Les revenus du capital ne sont pas taxés dans notre pays comme les revenus du travail. S'ils l'étaient, eh bien, d'un seul coup, ce serait plusieurs dizaines de milliards qui rentreraient dans les caisses de l'État. Je ne veux pas me tromper sur le chiffre, c'est la raison pour laquelle je ne le cite pas à cet instant. Mais je veux dire très solennellement, les revenus du capital ne sont pas taxés. Qu'est-ce que c'est le revenu du capital? C'est l'argent que vous recevez de vos actions. Or, les actions, les dividendes des actions ont triplé dans notre pays. Aujourd'hui, vous devez savoir que chaque année, 120 milliards d'euros de plus que dans les années 80 sont distribués en dividendes. Cet argent qui est distribué en dividendes ne va pas dans l'investissement. Il va dans la sphère financière, il donne lieu à une nouvelle mais si on taxe davantage, est-ce que ces investissements boursiers là ne vont pas partir ailleurs? Alors, ça c'est une deuxième discussion, mais commençons d'abord par pointer le caractère insupportable du fait que les revenus du capital, c'est-à-dire on va dire ça pour prendre la vieille expression, les revenus de l'argent qui travaille pendant que les propriétaires dorment, ne soient pas taxés, ce n'est pas juste, parce que c'est un revenu. Même la taxe de M. Sarkozy, excusez-moi, de M. Hollande. Intéressant comme lapsus. Oui, bien sûr. La fameuse taxe à 75% qui a été inventée que pour me faire pièce pendant la campagne électorale, parce que moi je parlais beaucoup de fiscalité. Maintenant, il a décidé que c'était les entreprises qui les paieraient et pas les gens qui reçoivent l'argent. Déjà, c'est quand même quelque chose de curieux. Mais surtout, cette taxe ne s'applique pas aux revenus financiers. C'est-à-dire, elle ne s'applique qu'aux salaires. Même des salaires très élevés, je le dis, ce n'est pas juste. Il faut que les revenus du capital soient taxés. Vous appelez dimanche donc à manifester pour une révolution fiscale. Alors, qui va participer avec vous à cette marche? Et précisément, qu'est-ce que vous demandez? Parce qu'il y a un peu de tout. Alors déjà, commençons par dire que le pays, j'ai dit tout à l'heure, c'est une image, c'est 1788. Vous avez une multiplication de... On est la veille de la Révolution, là. La Révolution, c'est un mot qui est devenu tellement... D'une révolution. Oui, c'est ça, d'un grand tumulte, On voit bien que le pays va doucement, mais sûrement, mais tranquillement, une forme de chaos. Parce que ici, là, explose des rages aveugles. Et moi, pour moi, c'est pas ça la sortie. Et dimanche, quel sera votre message? Alors, le 1er décembre, déjà, c'est une sortie d'intérêt général. C'est-à-dire, on arrête de penser chacun pour soi. On doit penser l'intérêt général. Donc, la réforme radicale de la fiscalité de ce pays. Voilà.
Donc c'est pourquoi on l'a appelé révolution fiscale. Vous savez, c'est le mot qu'utilise M. Piketty, qui n'est pas un bolchevique échevelé, pour parler de la bascule de système fiscal à laquelle il pense. Que l'on soit d'accord entre nous sur ce qu'il faut faire basculer ou pas, c'est une autre question. Mais tout le monde, me semble-t-il, est d'accord pour dire il faut que ça change. Moi, j'estime que j'ai remporté un succès extraordinaire, parce que le jour où je lance l'idée, au nom du Front de gauche, de cette marche et de cette révolution fiscale, derrière, vous avez tous les syndicats qui disent qu'il faut un grand changement, un changement radical, et le Premier ministre finit par dire on fait la remise à plat. Pour l'instant, coup au but. Deuxième étape, qui va payer? C'est quand même ça qu'on vient dire le 1er décembre. Mais surtout, on dit non à l'augmentation de la TVA au 1er janvier. Je vous adjure de comprendre que c'est un choc financier de première grandeur qui se dessine. Donc ça n'a rien à voir avec l'épisode de Bonnet Rouge, on va en parler tout à l'heure, mais je vous adjure de comprendre qu'on va prendre 400 € par famille de 4 personnes dans ce pays à partir de janvier prochain. C'est-à-dire que la France va recevoir un choc sur la consommation alors que c'est le premier moteur de l'économie. Si la consommation ralentit encore plus, l'activité ralentira encore plus, les manques à gagner fiscaux seront encore plus violents, la dette se creusera et donc l'emprunt devra se cercle vicieux. Ça c'est l'aspect particulier consommation. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire qu'il y a un problème de compétitivité des entreprises en France ou pas? Non, je ne suis pas d'accord avec ça du tout. Il n'y a pas de problème de compétitivité. Je pense qu'il y a toujours un problème de compétitivité, mais ce que je veux dire c'est que moi, je demande d'abord une évaluation du coût du capital dans ce pays. Parce que quand je lis partout, les taux de marge brute n'ont jamais été aussi bas. D'abord, de quelle entreprise on parle? De l'entreprise de 10 salariés, de 2 salariés, ou de celle qui a des dizaines de milliers votre ami Total. Oui, bien sûr. C'est tout de même... on ne parle pas de la même chose. Bon. Quand on parle de compétitivité, on parle des entreprises qui travaillent à l'exportation. Nous sommes bien d'accord. Parce que sinon, votre coiffeur, qu'il soit compétitif ou pas, vous allez vous faire couper les cheveux. Si vous avez de l'argent. Sinon, vous les coupez vous-même. Et ainsi de suite dans tous les compartiments de l'activité. C'est pour ça que le CICE, le crédit d'impôt, n'est pas adapté. Le crédit d'impôt, pour l'instant, il ne profite pas à ceux à qui il était annoncé qu'il devait profiter. Mais je reste sur la question précise que vous m'avez posée sur la compétitivité. Donc, nous parlons des entreprises qui exportent et dont les marchandises se trouvent en compétition avec d'autres. Donc, je dis à tous mes amis, attention, où vous allez avec ça? Parce que si la compétitivité, c'est, comme le dit le gouvernement, la droite et le MEDEF, le prix du travail, mes amis, vous ne serez jamais assez bon marché, parce qu'il y a toujours plus pauvres que vous qui acceptent de faire le travail pour moins d'argent. Vous le voyez bien, c'est ce qui est en train d'arriver en Bretagne, où on nous explique, mais est-ce que les gens réalisent le caractère monstrueux de la situation? On élève un animal à un endroit, il naît à un endroit, on le transporte à un autre pour l'engraisser, et on le met dans un troisième endroit pour l'abattre, et on ramène la clé. Le grand déménagement du monde, est-ce que c'est la sortie? On a beaucoup d'internautes qui nous posent une question. Dimanche, avec qui vous allez manifester? Est-ce que vous appelez les communistes, les Verts ou d'autres personnes à venir à vos côtés? Non, mais les communistes sont dans la manifestation, ils sont parmi les principaux organisateurs, tout le Front de gauche est là. Mais c'est pas tout, écoutez-moi. Vous aurez bien sûr des écologistes qui viendront, mais regardons bien les choses. Vous avez cette semaine un appel, il y a plus de 1000 syndicalistes qui appellent, vous avez 100 personnalités, vous avez, bref, dans tous les secteurs, les gens comprennent que le problème du partage de la richesse transite par la question de l'impôt. Et pour la première fois, vous le savez, les confédérations syndicales n'appellent jamais à une manifestation lorsqu'elle est appelée par des politiques sur un thème de cette nature. Donc ce n'est pas nouveau que la CGT, la CFDT, Force ouvrière ou Sud Solidaire n'appellent pas en tant que confédération. Mais les syndicats de base sont très nombreux à y appeler. Et il y a même plus de syndicats de base aujourd'hui, notamment de la CGT, qui appellent à cette manifestation qu'il y en a eu pour le 5 mai. Vous attendez à combien de personnes à peu près dimanche? Je ne sais pas vous dire, parce que je n'ai jamais organisé de manifestation au mois de décembre. Je n'ai jamais été... D'abord, nous avons une semaine de moins de délai de convocation. Vous savez, la première manif à laquelle on a appelé, c'est contre le traité européen. On avait 2 mois. La deuxième, c'est le 5 mai, au moment de l'affaire Cahuzac. On a eu 1 mois. Là, on a 3 semaines. Je pense qu'on va être très nombreux, que ce sera une démonstration de force assez spectaculaire et unifiante. Alors s'il pleut, évidemment, ça sera autre chose. Alors le gouvernement justifie sa politique fiscale par la compétitivité, vous y avez répondu, et deuxièmement par la nécessité de baisser la dette. Vous, dans votre projet, vous faites quoi de la dette? La dette, c'est le sujet par excellence. Il faut la rembourser, la dette? Il faudra avoir du temps pour en parler sérieusement, parce que il faudrait d'abord situer la place de cette dette, son mode de calcul. Bon, je ne veux pas encombrer cette émission. Enfin, elle existe, elle est lourde. Selon vous, est-ce qu'on doit la rembourser? Faut voir.
C'est Mais pas vous savez, l'impératif. écoutez, Ça ne doit pas être l'impératif du gouvernement, c'est ça. c'est pas une ligne de conduite, la dette, rembourser la dette. Vous avez entendu M. Cazeneuve, qu'est-ce qu'il annonce? Il annonce qu'il faut faire des efforts, encore des efforts, encore des efforts pour rembourser la dette. Il sait aussi bien que moi que c'est un mensonge de parler comme ça. Plus vous coupez dans les dépenses publiques, moins vous dépensez d'argent, moins il y a d'activité, moins il y a de revenus. D'ailleurs, le gouvernement, il lui manque 5 milliards là. Il va falloir qu'il les trouve. C'est pas un poids. À cause de sa politique. C'est pas un poids pour l'économie, la dette, avoir une dette comme ça, rembourser chaque année les intérêts de la dette. Ah ben, bien sûr que c'est absolument insupportable et qu'elle pourrait être rayée d'un trait de plume. Vous croyez que les Nord-Américains, qui sont quand même un modèle, là, je ne suis pas en train de vous parler de l'URSS, il n'y en a plus, hein, mais là je vous parle des États-Unis d'Amérique, comment ils font? Ils ont une dette qui s'ils devaient la payer, le pays serait mis en catastrophe financière et la terre entière s'écroulerait. L'économie mondiale s'écroulerait. Comment ils font? Ils se la rachètent à eux-mêmes et puis ils font tourner la planche à billets. Je ne vous dis pas que ce soit une attitude raisonnable, mais ce qui n'est pas raisonnable, c'est d'étrangler tous les peuples pour tenir une comptabilité qui, à la fin, ne sert qu'à une chose, rembourser une dette dont le coût ne fait que monter. Donc je redis aux gens que ce n'est pas raisonnable, même le mode de calcul de la dette, puisque quand vous avez une dette pour acheter votre voiture ou votre maison, personne ne rapporte la dette à votre revenu annuel. Enfin, ça serait absurde, parce que vous vous sauvez en courant, on appelle le SAMU, vous avez une crise cardiaque. Si on vous rapportait tout ce que vous devez à une année de vos revenus, votre maison que vous venez d'acheter, votre voiture que vous venez d'acheter, et on vous dit, ah ben monsieur, vous êtes endetté à combien de milliers de pourcents? C'est pourtant ce qu'on fait avec l'État. Vous avez entendu. On ne tient pas compte, par exemple, pour l'État, de son patrimoine, de ses avoirs réels, même s'il a baissé. Il y en a pour 3 000 milliards. Donc tout ça, si vous voulez, c'est une erreur de lecture, une erreur de diagnostic. On fait peur aux gens avec ça, avec la dette. Mais je vous le dis maintenant très tranquillement, la dette ne sera pas payée. La Grèce ne paiera pas sa dette. L'Espagne ne la paiera pas, le Portugal non plus. Et la France? Alors, et la France, nous regardons. Moi, je pense que c'est la pire des méthodes qui est utilisée. On cède tout à l'Allemagne, parce que le cœur de la question est géopolitique. Le gouvernement de droite allemand fait la politique qui correspond au cœur de son électorat, les personnes qui ont des retraites par capitalisation. On y viendra, Jean-Luc Mélenchon. Attendez, mais alors, posez pas de questions si les réponses doivent être résumées en 3 mots. Et là, on n'a pas, suffisamment de temps. Et c'est à cause de ça que les Allemands ont besoin d'un euro fort et d'un fort niveau de reversement de dividendes. Donc toute l'Europe est mise à contribution de cette politique. Comme aucun dirigeant n'a le courage de leur dire il y en a assez, on ne veut plus de cette politique, alors Madame on a beaucoup Merkel de questions, triomphe. On a beaucoup de questions, oui, mais elles sont techniques, donc il faut faire des réponses sérieuses. On va passer au bonnet rouge. C'est important, mais tiens. avant cela, je vais vous faire part d'une réflexion de Pascal qui nous dit « Monsieur Mélenchon, je gagne très bien ma vie, ce qui n'empêche pas de trouver pertinentes certaines de vos idées. Pourtant, je reste avec cette impression que vous n'aimez pas les riches. » Qu'est-ce que vous lui répondez à Pascal? D'abord, qu'est-ce qu'un riche? C'est pas comme ça que je me pose le problème. Ce n'est ni amour ni amitié. Et je suis persuadé que cet homme qui a peut-être le courage de se dire je gagne très bien ma vie, ce qui est mon cas moi aussi. Hein, j'ai pas choisi, c'est la paye des députés européens. J'ai même proposé de la réduire, on m'a envoyé balader. Très bien. Mais vous voyez, cette attitude est très positive. C'est-à-dire que contrairement à ce qu'on raconte, ce n'est pas vrai que ceux qui gagnent bien leur vie n'ont qu'une idée, c'est continuer à accumuler et se fichent de la misère des autres. Ce n'est pas vrai. Or, c'est pourtant ce qu'on nous vend en permanence. On nous dit « Ah, mais si jamais vous augmentez les impôts, les gens vont s'en aller. » Mais ce n'est pas vrai. On n'emmène pas, comme disait Danton, sa patrie à la semelle de ses souliers, ses enfants, ses paysages, sa famille. Ce n'est pas vrai. Donc cette personne témoigne du fait que son sentiment premier est d'abord civique. Et je pense que nous partagerons, elle et moi, ce monsieur et moi, l'idée qu'il y a une limite à l'accumulation. C'est-à-dire qu'il y a un moment à partir duquel ça devient fou. Vous pouvez le rassurer, vous n'êtes rien contre les riches. Mais les riches, je ne comprends même pas le mot, c'est pas le sujet pour moi. Il n'y a pas de dimension personnelle ou de haine de classe. Oui, j'ai du dégoût pour ceux qui ne s'intéressent pas à la misère des autres et qui considèrent qu'on peut vivre heureux dans un océan de malheur. Enfin, moi je suis très choqué, j'ai mon âge. J'ai connu, lorsque j'étais enfant, au Maroc, qui était à l'époque très pauvre, la pauvreté partout. Et je la retrouve à mon âge, passé la soixantaine, en bas de chez moi, des gens couchant dans la rue, vivant de mendicité. Je pars tous les matins, comme je voyais faire mon père et ma mère lorsque j'étais enfant, ils avaient des petites pièces, ils en distribuaient toute la journée. Mais je ne veux pas de ça, notre pays est riche, c'est pas normal de vivre comme ça. Et vous savez, la remarque que vous faites là, c'est pas le seul. Il y a des gens qui viennent, qui me disent, écoutez, moi je suis de droite, souvent ce sont des gens qui sont des croyants, qui sont chrétiens, ils me disent mais moi aussi je suis d'accord avec vous, il faut partager. Et le partage est la question centrale que moi je mets dans le débat politique. Je ne crois pas que les gens ne soient motivés que par leur égoïsme personnel, ce n'est pas vrai. Revenons au bonnet rouge, la grogne sociale c'est aussi les bonnets rouges, Jean-Luc Mélenchon. Alors
On a entendu beaucoup de choses vous concernant, beaucoup de propos un peu polémiques. On va essayer d'éclaircir un petit peu les choses. Oui. Est-ce que tout d'abord, vous maintenez les critiques que vous avez dressées au mouvement ces derniers jours? Je rappelle que vous avez dit qu'à Quimper, ce seraient les esclaves qui allaient manifester pour les droits de leurs maîtres. Vous avez parlé aussi de Nigo, Boneo. Est-ce que, pour commencer cette question, cette thématique, vous maintenez ces propos-là? Mais attendez, mettons les choses à la place où elles sont. D'abord, commençons par dire que nous sommes dans une société de communication. Donc, quand on communique, il faut être entendu. On choisit donc des mots piquants, et c'est ma technique. Qui plus est, ma technique, ma stratégie politique, c'est la conflictualité. Moi, je crois que le conflit crée de la conscience, et que la démocratie consiste à régler des conflits par des décisions qui sont prises au vote. Donc, j'appartiens à une catégorie particulière d'hommes politiques. J'ai dit que je parlais cru et dru, et donc je dis les choses comme je les pense. Quand j'ai parlé de Nigo, de qui je parle? Je parle des miens. Mais c'est aux miens que je parle. À mes amis, je leur dis, mais qu'est-ce que vous faites là? Vous rendez compte dans quelle manifestation vous êtes? Vous êtes en train de manifester avec des patrons du MEDEF, avec l'UMP, avec l'extrême droite. Et qu'est-ce que vous demandez? L'abolition d'une taxe qui ne s'applique pas. Et pendant que vous demandez cette abolition de la taxe, qu'on vous fait courir devant pour aller démonter des portiques, vous vous rendez pas compte que ceux-là même qui vous appellent à la manif sont ceux qui vous licencient, voire vous amènent à vous battre les uns contre les autres. Pour moi, pour vous, c'est peut-être rien, mais pour moi, c'est une scène qui tire des larmes de voir des ouvriers et des ouvrières d'une même entreprise en train de se battre physiquement pour leur emploi. Mais est-ce qu'il n'y a pas un moment où l'intérêt du salarié et du patron, on parlait des petits patrons tout à l'heure, peut être le même? Ou est-ce que la lutte des classes, dans votre vision des choses, s'applique jusqu'au bout? Alors, d'abord, les intérêts de classe sont distincts. Et je veux le montrer d'une manière, peut-être que les mots peuvent encombrer. Bon, à cette étape, dans une émission comme celle-ci, on a un peu plus le temps de parler. Bon, mais commençons d'abord par mettre de l'ordre dans les idées. Donc quand je dis Nigo, c'est à ceux à qui je dis, vous croyez que vous êtes en train de défendre vos emplois et votre intérêt de salarié, et vous êtes en train de défendre celui de votre patron. Bon, de vos patrons. Deuxièmement, quand je dis ce sont les esclaves qui vont défendre les droits de leur maître, évidemment que l'expression, elle est spectaculaire. Bien sûr qu'il n'y a pas d'esclaves dans ce pays, encore heureux. Hein. Mais je veux dire, c'est vous qui subissez tout, les pauvres gens. Et vous allez défendre les droits de vos maîtres. Vous allez avec eux, derrière eux, comme autrefois. Hein. J'ai connu, moi, vous savez, je suis un vieux militant. J'ai connu le patronat paternaliste, j'ai connu tout ça dans ma Franche-Comté, dont je suis enfant adoptif. J'ai connu tout ça. Donc je sais que les salariés ont commencé à faire valoir leurs droits le jour où ils ont pensé d'abord à leur vision des choses. Maintenant, vous me dites, est-ce qu'il y a un intérêt commun ou pas? Mais nous sommes d'abord des êtres humains. Donc nous avons d'abord une solidarité humaine qui est première. C'est une impasse dans laquelle vous vous faites entraîner, mes amis, si vous croyez que le problème de fond, c'est la Bretagne contre Paris. Ça n'a pas de sens, c'est pas de ça dont on parle. Si vous étiez qu'entre vous, vous retrouveriez le même problème. Croyez-vous que la sortie du problème, ça soit la sottise que j'ai entendue? Ah ben ça y est, on a obtenu des sous pour continuer à produire des poulets surgelés pour l'exportation. Donc le même poulet qui ruine des agricultures locales, qui font que des gens dans les pays du Sud partent dans les villes et des villes immigrent, et quand ils arrivent ici, on les reçoit à coups de bâton, à moins qu'ils n'aient été noyés en cours de route. Non mais je crois que personne ne croit que c'est une solution durable, mais c'est quoi la solution durable par rapport à cette une partie de l'agroalimentaire? Le système de l'agroalimentaire doit être repensé. Et pas pour faire, comme je l'ai entendu dire par le président de la FDSEA du Finistère, une agriculture comme autrefois avec 3 canards et 4 poulets. Hein, j'ai entendu ce matin raconter ça à France Info. Mais c'est pas du tout ça notre modèle. L'agriculture paysanne, c'est une agriculture raisonnée et qui soulève des problèmes d'emploi gigantesques. Parce que pour faire le modèle agricole que je défends aujourd'hui, il faut 3 à 400 000 agriculteurs de plus. Donc il va falloir les former et changer la condition de vie des paysans aujourd'hui dans notre pays. Chaque jour, ils s'en suicident. De désespoir. C'est la plus grosse vague de suicides permanents de notre pays. Donc la réponse du gouvernement avec le pacte d'avenir est suffisante, selon vous? Pas suffisant? Est-ce que c'est des bonnes pistes? Est-ce que c'est une bonne solution? Le gouvernement, comme d'habitude, a réagi d'une manière désordonnée et pas très républicaine. Parce que regrouper 5 ou 6 ministres qui se disent bretons pour aller en Bretagne s'occuper de la Bretagne, c'est pas la République française. Ça, puis demain quoi, les ministres languedociens? Alors chaque région de France va venir en disant, et moi combien j'ai de ministres au gouvernement? Enfin, nous sommes d'abord tous solidaires. La solution, c'est qu'on s'en sortira tous ensemble, solidaires et en partageant. Donc
Les questions qui sont posées dans les départements bretons sont des questions du modèle agricole, quel modèle agricole nous voulons, l'agroalimentaire, quel agroalimentaire nous voulons, et ce sont des problèmes qui sont européens et français. Je dis aux gens, ne désespérez pas de vous-même. D'abord parce que les départements bretons ont fait d'énormes efforts au cours des 20 dernières années, de modernisation, d'élévation du niveau des qualifications. Tout ça n'est pas perdu, les gens. Et ne désespérez pas de vous. Vous avez en Bretagne, dans l'ensemble des départements bretons, c'est la plus longue façade maritime pour une même région d'un pays. Vous avez devant vous un trésor qui est la mer. C'est lui qu'il faut exploiter avec l'aquaculture, avec toute la mécanique navale. Comment vous expliquer que le rail qui passe là sur le bord, il n'y a plus un atelier de réparation et de construction navale pour choper les bateaux qui éventuellement auraient des difficultés en mer. Et encore, à condition qu'on accepte que tout le monde passe par là. Mais vous voyez, des pistes, il y en a des centaines. Est-ce que vous savez que c'est en Bretagne qu'il y a des petites entreprises qui ont fait des découvertes tout à fait fabuleuses sur le traitement des algues pour fabriquer des emballages biodégradables. Donc nous avons un potentiel énorme. Vous êtes asphyxiés par une chose, les amis, par Paris. Cette bêtise régionaliste ne mène nulle part. Vous êtes asphyxiés par le capitalisme, c'est-à-dire par la prédation, par un système complètement fou qui fait que chaque paysan est transformé en métayer des banques. Et à intervalles réguliers, vous avez des cycles de la production, notamment la production porcine, qui suit des cycles et à intervalles comme réguliers. La bourse. Ah oui, mais écoutez, moi j'ai été sénateur quand on a décidé de passer la limite d'épandage des lisiers. On était à 800 mètres, on est passé à 500, il y a 200 au bas où comme ça. Vous allez en mettre où? Dans les maisons bientôt? Mais comment expliquez-vous dans ce cas, vous faites une démonstration convaincante, mais comment expliquez-vous que les syndicats qui ont essayé de reprendre le mouvement social le week-end dernier ait eu si peu de succès? Votre message ne passe pas? Ou il y a une réalité si peu de succès, c'est une affirmation sans preuve. Parce que il y avait quand même beaucoup moins de monde dans les 3 villes bretonnes le week-end dernier qu'à Quimper. Vous voulez dire que vous avez pu constater, en les comptant chacun, qu'il y en avait plus à un endroit qu'à l'autre. Nous allons voir à Carhaix où ils en seront. Je n'y crois pas. Mais je ne veux pas contourner la difficulté. Je ne veux pas la contourner. Mais je commence par dire que j'éprouve du scepticisme. Maintenant, quel est le vrai problème que nous avons? Nous, parce que la gauche, c'est que nous avons été incapables. Nous avons été faibles. Et d'abord le Parti Socialiste, parce que c'est lui le grand parti de l'Ouest de la France aujourd'hui. Qu'a-t-il fait quand on commençait les émeutes? Le Parti Socialiste est responsable de la crise bretonne. Non, j'ai pas dit ça. Le Parti Socialiste est responsable du fait qu'il n'a rien fait, il n'a pas permis à nos compatriotes de comprendre de quoi il s'agissait. Si bien que les gens ont vu ces portiques, oui, les portiques, ils ne savent pas que la taxe ne s'applique pas, ils ne savent pas que c'est la droite qui l'a voté auparavant, ils ne savent pas pourquoi il y a une telle taxe, ils n'ont pas accès au débat sur la taxe, parce que la taxe, maintenant, on pourrait quand même en dire un mot de cette taxe. Non seulement elle est perçue par un système de fermage d'Ancien Régime qui ramasse 20% de la taxe, va directement dans les poches des patrons qui installent les portiques, mais surtout, mes amis, qu'est-ce que c'est que cette histoire? On met une taxe sur le transport routier de proximité. Il n'y en a pas sur les autoroutes, il n'y en a pas sur les avions. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ça ne tient pas debout. De ça, on ne parle pas. C'est à bas la taxe, à bas le portique, on fout le feu, on crie, on se met un bonnet sur la tête, et voilà ce qu'on appelle un mouvement. Nous avons été faibles à gauche. D'abord à cause du Parti Socialiste, dont la première attitude a été de se cacher par démagogie sous la table, au lieu de monter sur la table et de dire aux gens, du calme, on vous explique ce qui se passe, et voilà quel débat. Jean-Luc Mélenchon, est-ce que la solution, c'est pas de consulter l'Europe et de revenir à une forme de patriotisme économique intra- et extra-communautaire? Oui, il faut d'abord, ça c'est la solution. De toute façon, on y viendra, la catastrophe s'avance de pays en pays. Quelle est la solution? Premièrement, une protection aux frontières, c'est-à-dire revoir le contenu des traités qui interdit de telles protections, puisque c'est dans le traité qu'il est dit que la frontière est ouverte, et que non seulement c'est ouvert entre nous, mais qu'on impose aux autres. C'est quand même la folie furieuse qu'on impose à toute l'Afrique. Et deuxièmement aussi aux frontières de notre pays, suivant les niveaux de développement de telle ou telle activité. Qu'est-ce qu'on veut? Un vrai problème de compétitivité. On est d'accord sur ces entreprises. Oui, mais il faut arrêter avec ce mot, parce que si vous voulez, la compétitivité des Allemands, on va en parler, douce rigolade. Que font-ils? Ils achètent des pièces. Non mais attendez, laissez-moi le dire, ça commence à bien faire cette histoire. On croit que les ouvriers français se roulent les pouces, vont au boulot quand ils ont le temps, et qu'ils sortent leur temps en vacances. Mais c'est pas vrai, c'est un des records d'Europe de productivité du travail, ce sont les Français. Ça suffit maintenant. Seulement que font les Allemands? Ils exploitent tout l'arrière-pays des régions qui sont autour, où ils sous-payent des gens pour avoir des pièces de qualité, ils assemblent en Allemagne, un coup de tampon made in Germany, 3 Turcs pour fabriquer le carton et assembler les pièces,
Et voilà ce qu'on appelle la compétitivité allemande. On peut pas vouloir Sur le ça moment pour nous. breton, vous appelez l'Europe, en tout cas vous appelez à un éveil des consciences pour que l'Europe prenne en Non, charge le problème breton. ça ne sert à rien d'espérer de l'Europe actuelle quoi que ce soit. Il faut la refonder. Ces gens-là sont incapables de faire autre chose que d'appliquer de manière aveugle, absolument aveugle, une vision du libéralisme échevelé qui n'existe nulle part dans le monde, qui n'a jamais marché nulle part, sauf en Europe. Mais permettez-moi de vous dire encore une chose. Le protectionnisme solidaire, voilà ma ligne. Il faut discuter. C'est-à-dire dire, on sait faire ça, vous savez faire ça. Et on voit comment on peut s'accorder entre les peuples. Pas ce machin où que le plus fort gagne, celui qui maltraite le plus ses ouvriers, qui paye le moins ses fournitures, celui-là a raison. Mais c'est une folie. Ça vous donne une Allemagne qui accumule des excédents, au point que même l'Europe va devoir faire une procédure contre l'Allemagne, parce que d'où viennent les excédents de l'Allemagne, mes amis? Ben de nous, cette blague. C'est ce qu'ils nous vendent d'une manière absolument incontrôlée, d'une manière inacceptable, pardon, pas incontrôlée, inacceptable à bas coût, qui fait qu'ils occupent Qu'est-ce le que dessus ça du panier. vous inspire, le projet d'un industriel chinois d'entrer dans le capital de PSA, Peugeot Citroën? C'est toujours pareil, qu'il soit chinois, australien, ce qu'on voudra. C'est pas la nationalité le problème, c'est où on va comme ça. C'est ça l'avenir du monde. C'est l'argent circule, les entreprises ouvrent et ferment. Les pauvres gens qui sont derrière, eux, c'est quoi leur avenir? C'est d'attendre de faire des vœux pour que leur patron soit gentil avec eux. Mais ça, c'est le Moyen-Âge. Enfin, le Moyen-Âge, j'exagère. C'est le 19e siècle. On attend et on ne pèse d'aucun poids. Nous avons mis 2 siècles à nous rendre citoyens dans la cité et nous sommes Mais toujours esclaves dans Dongfeng, il doit l'entreprise. venir ou pas, selon vous? Écoutez, je ne sais pas, moi je ne suis pas patron de PSA. Ça commence à ressembler aussi au Mercato, cette affaire. Alors l'ancien patron de Renault passe chez PSA, il lui fait un pied de nez à l'autre, tu vois, je t'ai bien eu. C'est pas sérieux tout ça. Moi, ce que je sais, c'est que PSA, d'abord, je voudrais être certain que tous les actionnaires qui dirigent PSA payent leurs impôts en France. Et je vous le dis, ce n'est pas le cas. Donc ces gens-là prennent pourtant des décisions, utilisent de l'argent public français dans des conditions qui sont absolument incroyables. L'État, sans aucune garantie sociale, sans aucune contrepartie sociale, a garanti la banque interne de PSA. PSA a supprimé, dans le précédent plan, la moitié des emplois qu'ils supprimaient, c'était développement et recherche qu'ils ont délocalisé. Ça suffit de prendre les Français pour des benets qu'on manipule, à qui on prend l'argent public pour se sauver avec et aller faire autre chose ailleurs. Jean-Luc Alors ce Mélenchon, Chinois, s'il permet à des gens de manger, il est le bienvenu. C'est pas parce qu'il est chinois qu'il y a un problème. C'est à quel point on a abandonné l'industrie automobile en France, alors que l'industrie automobile doit, coûte que coûte, changer la forme du transport automobile. Il faut sortir des énergies carbonées. Alors au lieu de s'amuser à faire du monopoly capitalistique, on vous demande de trouver, et en vitesse, un système de transport automobile qui ne consomme plus des énergies carbonées. C'est ça la mission de l'industrie Jean-Luc automobile. Mélenchon, il nous reste moins de 10 minutes pour aborder un dernier thème, celui des élections à venir. Oui. Avant de brosser l'actualité, alors les prochaines élections municipales européennes ont peut-être créé certaines tensions entre vous et le Parti communiste, notamment à Paris pour les municipales. Alors on a du mal à vraiment comprendre la ligne officielle du parti Vous de n'avez gauche aucun mal. sur les prochaines municipales. Est-ce que les alliances entre le PC et le parti de gauche sont systématiques? Est-ce que vous appelez à ce qu'elles le soient? Expliquez-nous. Ben évidemment. Alors, bon, franchement, vous donnez des verges pour vous faire battre, parce que vous avez parfaitement compris de quoi il retourne. Il y a d'abord, c'est pas le parti de gauche et le parti communiste, le sujet. Le sujet, c'est une formation nouvelle que nous avons créée il y a maintenant 4 ans, qui s'appelle le Front de gauche, et qui, d'élection en élection, confirme son identité, sa forme. Bon, alors, il y a des moments où ça coince. Le Front de gauche, c'est pas une étiquette, c'est une stratégie. Cette stratégie, c'est il y a une autre gauche indépendante, autonome, que le Parti socialiste, qui peut des fois avoir des accords avec le Parti socialiste, mais limité au strict minimum, car le Parti socialiste, aujourd'hui, n'est plus un partenaire fiable à gauche. Est-ce que vous vous rendez compte? Apparemment, à Paris, il reste un partenaire fiable. Nous n'avons pas la même évaluation, les communistes et nous. Alors, maintenant, je précise par rapport à votre question. Il n'est pas juste de dire entre le Parti communiste et le Parti de gauche. Non, il y a 9 partis de taille différente, évidemment. Vous conviendrez que les deux partis sont les plus importants. Mais il y en a 7 qui sont d'un avis, pardon, il y en a 8 qui sont d'un avis, non 7, et 2 qui sont d'un autre. C'est-à-dire un groupe qui s'appelle le Socialisme et République, qui est représenté qu'à Paris d'ailleurs, et certains membres du Parti communiste. C'est ça qui me met si mal à l'aise. Pourquoi? Parce que le 90%, ce qui est d'ailleurs un problème, des listes front de gauche autonomes dans le pays, et c'est le cas ultra majoritaire. Dans tout le pays, vous avez des listes front de gauche.
Le 90%, la tête de liste est communiste, qui est d'ailleurs un problème, parce que ça ne peut pas être partout les communistes qui sont en tête du front de gauche. Mais c'est la situation. Donc il n'est pas vrai que les communistes soient en train d'aller s'installer, le bonnet à la main, demander leur petite part de partage aux socialistes, comme c'est le cas à Paris. Paris est une exception, avec quelques villes et bourgades, où les communistes locaux ont fait preuve de pas beaucoup de courage ni de beaucoup de détermination. Mais partout ailleurs, c'est pas le cas. Et j'ajoute une chose. C'est un choix fondamental parce que Bien sûr. Vos militants, parce qu'ils ont voté ce choix-là, à Paris en tout cas, ils se disent un peu, mais il vaut mieux gagner avec le PS dans le cadre d'un compromis politique plutôt que de perdre tout seul. C'est pas un peu ça l'enjeu? Non, mais ça c'est l'apparence des choses, mais prenons les choses dans l'ordre. Mais tous les élus communistes ont envie de se sauver quand même. C'est un message qu'on entend. Oui, mais c'est pas le sujet. Le sujet, c'est pas de sauver sa peau. C'est pas de se sauver soi-même. Le sujet, c'est qu'est-ce qu'on propose aux Français. À Paris, il y aura une liste front de gauche. Il y en a une. Elle est dirigée par Madame Danielle Simonet, qui est une femme d'expérience et de volonté, et nous ferons un beau score. Et à partir de là, comme nous serons la clé de la décision parisienne, il y aura une discussion de manière à ce que le front de gauche, représenté par Danielle Simonet, étant évalué par le vote des électeurs et pas par une combine d'appareils, c'est les électeurs qui vont dire quelle place ils veulent donner au front de gauche et à Danielle Simonet. À ce moment-là, nous prendrons la calculette et nous dirons, pour avoir nos voix, eh bien, il faut tant de sièges pour être représenté. Ça, c'est la démocratie, ça. Alors après, quand on me dit, on risque de perdre, ah bon, pourquoi ? On risque pas de gagner. Alors maintenant, on va dans les élections, c'est un jeu comme de probabilité. On va du côté du plus offrant, c'est pas notre vision. Pour revenir sur cette stratégie... Il faut construire une autre... Dans les élections municipales, pardon de vous le dire, mais il y a des enjeux politiques. Les municipales, pour nous, ça a toujours été une occasion de montrer quel genre de société nous pourrions construire. C'est ça que nous allons faire dans les municipales. Il faut respecter les gens. Il ne faut pas simplement s'amener avec un bout de papier en disant voter pour machin parce qu'il m'a donné 10 sièges ou qu'il a assuré mon siège de sénateur. C'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est quelle proposition on fait. On est quand même en 1788, mes amis. Il faudrait peut-être réaliser. Mais si à un moment donné, il y a le risque de perdre face à une vague du Front National, par exemple, qu'est-ce que vous faites? Mais bien sûr. Est-ce que vous appelez à des alliances plus larges, pourquoi pas avec les écolos, pour les municipales et pour les européennes? Non, mais il y a 2 tours à l'élection municipale. Rendez pas les choses plus compliquées qu'elles ne sont. Il est absolument impossible d'être éliminé du 2e tour quand on est de gauche. Parce que contrairement aux élections cantonales ou législatives, il ne faut pas avoir 12,5% des inscrits, il faut avoir 10% des exprimés. Ça veut dire des gens qui sont venus. Alors si on n'est pas fichu d'avoir 10% des exprimés à gauche dans une élection, il faut rentrer à la maison et faire autre chose. Bon, c'est pas le sujet. Donc la gauche sera toujours représentée au 2e tour. Et donc, il faudra évaluer au 2e tour quelle configuration mettre sur pied. Mais si vous voulez, c'est trop facile de sortir Madame Le Pen du placard à intervalles réguliers, après l'avoir dédiabolisée, après l'avoir cajolée de toutes les manières, après m'avoir diabolisé moi, pour dire « Allez, rentrez tous à la bergerie ». Non, nous ne nous laisserons jamais intimider. Et je crois que l'essentiel pour nous, c'est dans l'élection municipale de respecter les citoyens en disant qui nous sommes et en les rendant eux les maîtres de la décision. C'est eux, avec leur bulletin de vote, qui décident. Et si vous êtes un démocrate et un républicain, vous vous inclinez devant la décision. J'ai été éliminé du 2e tour de l'élection présidentielle. Je me suis incliné, séance tenante, vous vous en rappelez tous. Je n'ai pas été négocié sur un coin de table, mon siège aux législatives ou celui de mes amis, etc. Jean-Luc Mélenchon, est-ce que vous serez candidat aux élections européennes ? Ben moi, oui, je pense que je peux être très utile parce que je connais bien le sujet, parce que j'ai une certaine capacité d'entraînement. Et il faut retourner à François Hollande sa mauvaise manière. Vous savez qu'il devait y avoir une liste unique dans tout le pays, parce qu'aujourd'hui c'est une comédie, il y a 7 circonscriptions. Oui. Alors vous savez comment ils s'y sont pris, ils ont dit, c'est pour rapprocher l'élu du citoyen. Tu rigoles, c'est Paul, c'est incroyable. Moi je suis élu il a fallu pour m'élire autant de voix que pour 5 députés nationaux. Je suis dans une région où il y a 18 départements et 3 régions. C'est-à-dire que si je passais une semaine par département, déjà j'en aurais pour 4 mois, sans oublier ceux que j'irais passer à Bruxelles. C'est-à-dire c'est ingérable par qui que ce soit. Donc les radicaux avaient obtenu de M. Hollande qu'à la prochaine élection, il n'y ait qu'une liste nationale. Qu'a dit Hollande? Ah bah pas question, on va pas faire les affaires de Mélenchon. Il n'a pas dit de Le Pen, de Mélenchon, c'est ça son problème. Ce qui l'empêche de dormir, c'est moi. Et donc, à l'élection européenne, oui, je compte entraîner. J'aimerais bien, si on me confie cette tâche, je mènerai cette campagne, et le but est évidemment de passer en tête de la gauche. Parce qu'à partir de là, on change complètement la donne politique. Madame Le Pen peut passer en tête de la droite.
D'accord ? Alors, votre les gens, ambition, c'est de passer en tête de la gauche. eh bien écoutez, On vous a les entendu. gens, qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez laisser la droite se faire dominer par l'extrême droite, donc vous le voyez déjà dans le discours comment ça bougeait, et nous, pendant ce temps-là, à gauche, on irait suivre le cortège plan-plan de Hérault et Hollande, ne savent pas ce qu'ils veulent et qui nous entraînent eux aussi vers la droite. Donc il faut que la gauche existe, et puis qu'elle fasse des propositions fortes dans l'élection européenne. Vous savez très bien que ça change tout à Bruxelles et à Strasbourg, s'ils apprennent que les Français, à gauche, ont voté pour le front de gauche de Jean-Luc Mélenchon, et qu'à droite, ils ont voté aussi pour une solution qui met en cause l'Europe. Il faut que les Français mettent en cause le modèle actuel de construction européenne. Moi, je ne suis pas un nationaliste qui propose de se replier, mais j'en ai assez d'un système qui est en train de martyriser l'Europe et de la conduire à un désastre, mes amis. Jean-Luc Mélenchon, Réfléchissez à avant de ça. finir cette émission, on a quand même envie de vous poser une question importante. Vous savez qu'aujourd'hui, à l'Assemblée nationale, on parle retraite. Le Sénat a rejeté la semaine dernière la réforme et le gouvernement annonce un vote bloqué aujourd'hui à l'Assemblée. Jean-Luc Mélenchon, je suis certain que certaines mesures vous font plaisir. On parle de prendre en compte la pénibilité, il y a des statuts des apprentis, des Non, là, stages c'est qui pas vous... sérieux. Vous dites c'est la fin de l'émission, vous me déballez la propagande Juste, gouvernementale. Non, il n'y a pas de Dites-moi, pénibilité. Non, non, dites-moi, non. est-ce Non. qu'il faut tout jeter dans cette réforme ? Oui. Et ce n'est pas vrai. La pénibilité n'est pas prise en compte. Et cette réforme est une supercherie et une mystification inacceptable. Alors, on a le droit d'être pour la réforme des retraites et de demander que les gens travaillent davantage. On a le droit. Mais c'est pas pour ça que la majorité des Français ont voté. D'accord ? Les Français ont voté sur la parole de M. Hollande qu'on reviendrait à la retraite à 60 ans. D'accord ? Il ne l'a pas fait. Et d'une manière extrêmement inacceptable en République. Il est venu à la télévision dire « Je ne touche pas à l'âge légal, ne vous inquiétez pas, mais on va faire quelques efforts de plus, vous allez cotiser davantage. » Or, il a lui-même écrit, vous m'entendez, lui-même écrit à la Commission « Pas de souci, les gens ne pourront pas partir compte tenu de l'augmentation du nombre d'années de cotisation avant 66 ans. » C'est-à-dire que cet homme a fait bien pire que Nicolas Sarkozy en matière de retraite d'une manière inacceptable. Je fais remarquer une chose, pourquoi fait-il un vote bloqué ? Parce qu'il vient de se faire retoquer au Sénat, et que s'il arrive devant l'Assemblée nationale, tous les députés qui s'étaient abstenus la dernière fois, sans savoir combien ils seraient, les gens de gauche, Europe Écologie Les Verts et une partie des députés socialistes, ils ne savaient pas combien ils seraient. Ils sont abstenus pour ne pas mettre trop le gouvernement en difficulté et voir ce que donneraient les mobilisations. Si ces gens-là votent contre, une fois qu'ils ont vu qu'ils sont si nombreux, s'ils votent contre, la réforme ne passe pas. Donc je dis aux députés socialistes, vous n'avez pas été élus pour faire travailler les gens jusqu'à 66 ans. Votez contre, battez-vous, agissez au lieu de faire des phrases dans la presse, des colloques, des tribunes et je ne sais quoi. Vous avez un pouvoir qui vous a été donné par les citoyens. Vous avez un bulletin de vote, bon sang. Servez-vous-en. C'est le moment ou jamais d'être fidèle au vôtre. Dans l'actualité de la semaine, il y avait plein de choses. On aurait 10 000 questions à vous poser. Oui. Mais j'en retiens une parce que je pense qu'elle Ce sera la dernière. la dernière, elle sera dans votre thématique. C'est la perspective d'un salaire minimum en Allemagne. Est-ce que c'est pour vous une bonne nouvelle ? Ah ben oui, Et- c'est une bonne nouvelle. Et vous y croyez ? Maintenant, il reste à voir. D'abord, je ne peux pas m'empêcher d'être un peu narquois, car lorsque les sociodémocrates allemands ont préféré laisser passer la droite que de s'allier avec notre parti frère Die Linke, Die Linke avait 4 revendications, et la première, c'était un salaire minimum. Et les sociodémocrates ont dit « Quelle horreur, pas question, c'est du communisme ». Très bien, maintenant, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Il reste à savoir si c'est un salaire interprofessionnel. Chez nous, le SMIC, c'est pour toutes les entreprises, quelle que soit la production. On va voir si c'est le même cas en Allemagne, ou si c'est seulement par branche. Mais c'est une évolution extrêmement intéressante, parce qu'à partir de là, peut-être que les Allemands vont commencer à comprendre qu'il y a un intérêt à arrêter le dumping social dans toute l'Europe. Mais pour l'instant, comme ils sont eux les premiers bénéficiaires, vous pensez bien qu'ils vont rester bouche cousue. Mais le patronat allemand ne voit pas ça d'un très bon œil. Donc là, nous avons quelque chose de positif qui peut se mettre en place. Et l'origine de ce quelque chose de positif, c'est nous. Parce que c'est nous, Die Linke, qui avons porté cette revendication pendant presque 10 ans en Allemagne, pendant que les sociodémocrates étaient sous la table. Je termine en disant que les socialistes et sociodémocrates participent à 16 gouvernements en Europe sur les 28. Donc ils sont responsables de la situation. Et je termine en disant que le jour où les sociodémocrates vont entrer dans le gouvernement de Mme Merkel, les socialistes français soutiennent comme président de la Commission M. Martin Schulz, qui est le social-démocrate président du Parlement. Ça veut dire que tout le système européen sera verrouillé dans une alliance entre les socialistes et la droite, représentée par cet homme Martin Schulz, qui va terminer le point final de l'Europe allemande,
Et quand je dis l'Europe allemande, évidemment, je pense à l'Europe allemande de droite. Voilà ce qui nous pend au nez. Mais comme c'est compliqué à expliquer, souvent on n'en parle pas. Mais il y aura une Vous campagne reviendrez- pour les européennes. Oui, Vous pour reviendrez expliquer nous voir, tout ça. Jean-Luc Mélenchon, ce Oui, sera volontiers. ce sera le dernier mot de cette émission. Merci en tout cas d'être venu sur notre plateau ce matin. Merci Michel d'avoir connu cette émission. Merci chers internautes d'avoir suivi cette émission. Vous retrouvez l'intégrale de l'émission dès cet après-midi sur votre site préféré, internaute.com et ouestfrance.fr. À très vite pour un prochain chat. Restez connectés.